bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de la situation sécuritaire en province du Nord Kivu, 9 ans après avoir été vaincu dans l'est du pays. Le mouvement du 23 mars a refait surface et fait parler de lui. Aujourd'hui, 70% du territoire de Rutshuru occupé aujourd'hui par ces mouvements terroristes. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jamal Hussein. Vous êtes membre de la société civile ici au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver sur votre plateau pour échanger sur cette question combien importante, notamment l'occupation, comme vous l'avez dit, de plus de 70% du territoire de Rutshuru, ce qui est quelque chose d'assez alarmant pour nous, Congolais, qui avons les Congos dans les cœurs. Merci Jamal Hussein. Qu'est-ce qu'on peut comprendre 9 ans après, le 11-23 refait surface, encore dans un état de siège décrété par le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tous les contours comme ça? D'abord, deux choses. C'est la malhonnêteté des dirigeants des deux pays, de nos deux pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, notamment M. Paul Kagame et M. Yoweri Kaguta Museveni. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai parlerai d'une lecture inappropriée de la problématique sécuritaire fait par le président Félix Tshisekedi et son entourage, dont notamment ses conseillers ainsi que les gouvernements, qui n'ont pas pris les mesures adéquates pour prévenir ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Ce qui nous met dans une position où la RDC se retrouve entre deux feux, entre deux réalités, qui les place dans une position très très inconfortable. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du M23, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le M23? Nous avons le Rwanda et l'Ouganda. Donc, le M23 devient une interface. Mais derrière, les réels acteurs, les vrais acteurs, c'est le Rwanda et l'Ouganda et des lobbying et de multinationales qui veulent passer au travers du Rwanda et de l'Ouganda pour exploiter les ressources naturelles du Congo à vil prix. Nous avons notamment de l'or. Je peux prendre deux exemples de raffineries qui sont aujourd'hui installées en Ouganda et au Rwanda, alors que ces deux pays n'ont pas du potentiel pour fournir de la matière première à ces fonderies. Je ne parlerai pas de blocs pétroliers qui sont visés par certaines multinationales. Vous voyez. Mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Cette guerre a des connotations économiques. Moi, je le dis toujours, le territoire de Rutshuru est un territoire riche parce qu'il a potentiellement, en état latent, une ressource inépuisable qui est le secteur du tourisme. Le tourisme qui se porte bien en RDC sera une très très mauvaise affaire pour les Rwandais et l'Ouganda parce que ces pays-là dépendent en fait beaucoup, gagnent beaucoup dans leur secteur du tourisme. Alors, est-ce qu'ils ont intérêt à ce que le tourisme se porte bien en RDC? Alors, donc, sur la RDC, la partie est de la RDC, notamment à Rutshuru, il y a la sécurité, donc ils vont perdre du côté des tourismes. Mais naturellement, la plus grande partie du parc de cette forêt, c'est du côté de la RDC. Les animaux exotiques, c'est du côté de la RDC. Et surtout l'Ouganda avec aussi le pétrole. En fait, pour ce qui concerne le pétrole de l'Ouganda, en fait, la grande nappe, en fait, elle est du côté congolais. Alors tout ça sont des problèmes qu'il y a. Alors ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix en RDC. Ils n'auront jamais intérêt. Et puis, je l'ai dit encore, une RDC forte, stable, en paix, économiquement viable, avec des institutions politiques viables, stables, avec une armée dissuasive, ne fera l'affaire de personne dans le monde. Là, il faut que les Congolais comprennent ça, il faut que le gouvernement congolais comprenne ça, il faut que le président Félix Tshisekedi comprenne ça. Oui, Jamal, quand vous parlez d'une guerre économique qu'on va livrer à la République démocratique du Congo à partir de l'Est de la République, mais
Certaines personnes pensent qu'il y a des accords signés par les dirigeants de ce pays qui aujourd'hui continuent à nous engouffrer et nous amener la guerre. Effectivement, j'ai pris le temps, à titre personnel, de lire les 3 accords qui aujourd'hui constituent en fait des goulots d'étranglement autour de la RDC. Si vous nous expliquez ça en des termes intéressants. Je vais y aller. Nous avons les accords de Remera, où un des articles, parce qu'il y en a d'autres qui sont connexes, en fait l'article principal, voudrait que nos 300 km du territoire national soient cédés à l'alliance. C'est quoi l'alliance? C'est ça, c'est quoi l'alliance? Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi et les hommes politiques congolais, notamment le fait Laurent Désiré Kabila et autres. Ça c'est un article qui, moi je me dis, non, là ça pose problème. On ne peut pas accepter ça. Là c'est Remera. Nous prenons l'accord du CNDP. On parle des réfugiés congolais qui étaient partis. L'intégration dans l'armée. L'intégration dans l'armée et autres. Ça sont des choses qui sont très compliquées, on ne peut pas les accepter. Okay? Et on se retrouve encore avec l'accord du M23. Qui celui-là, il est toxique. Impossible à mettre en œuvre. Un pays sérieux, des dirigeants sérieux ne peuvent pas. Raison pour laquelle moi je soutiens en fait la démarche diplomatique du président Félix Tshisekedi qui essaie de faire comprendre au monde que la RDC s'est retrouvée pris au piège de ces accords. Aucune nation sérieuse dans ce monde ici ne peut accepter ce genre d'accord, mais on va lui dire, monsieur, mais comment se fait-il que ton pays a signé ces accords? Nous sommes dans le principe, il faut respecter les principes de la continuité de l'État. Mais il faut aussi dire, non, cette continuité-là de l'État va mettre le pays à feu et à sang parce que le peuple congolais n'acceptera jamais que ce genre de choses se fassent. Écoutez, que moi et toi, même un enfant, un jeune Congolais, un élève, un écolier, un étudiant, on lui dit, écoute, désormais jusqu'à Walikale, voilà, ça appartient au Rwanda. Il va te dire, mais attends, on est sérieux là? Ça va se passer comment? Vous voyez? Et ce sont là en fait la problématique des accords. Okay? Et aujourd'hui, moi, je fais partie de ces Congolais qui disent qu'il faut faire table rase de tous ces accords. Parce que ce sont des accords en fait qui ont été signés dans des conditions floues. Ces genres d'accords, si le Congo aujourd'hui doit s'engager dans un tel accord, il faudrait que ce soit le Parlement qui puisse légiférer. Il faudrait au moins qu'il y ait même référendum. Ok? Bon, parce que ça, ce sont des accords, ce sont des choses qui ne peuvent pas se signer entre individus. Et si on comprend bien, je vais aller plus loin. Parlons de Remera d'abord. Si on comprend très bien, donc, notre malheur commence par les accords signés par M. Laurent Désiré Kabila. Les défunts M. Laurent Désiré Kabila. Kissa Sungandu. Et ensuite, nous allons avec les accords signés par les CNDP, avec Joseph Kabila. Dans des conditions floues. Aujourd'hui, donc, nous pouvons dire dans tous ces accords, Félix Tshisekedi s'en sort indemne. Non, en fait, ce n'est pas que Félix Tshisekedi s'en sort indemne. Il n'y a pas des accords qu'il a aussi signés. Je vais y aller. Ce n'est pas que je ne voudrais pas prendre ici la défense du président Félix Tshisekedi. Je ne suis pas cadre de l'IDPS, je ne suis pas membre de l'IDPS. Je suis de la société civile. Moi, je parle pour l'intérêt de ces peuples. Je parle pour l'intérêt du Congo. Ok? Il faut que cela soit bien compris dans cette émission. Alors, moi, je vais y aller. Le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve une série d'accords sur sa table. Il faut le mettre en œuvre. Son prédécesseur s'est retrouvé dans une situation telle qu'il comprenait que non, l'opinion nationale congolaise n'acceptera jamais certaines choses. Mais il a fait d'autres choses en catimini. Certaines choses qui pouvaient passer sans faire trop de vagues, sans faire trop de casses. Vous voyez? Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Nous prenons par exemple le cas de l'érection de cette fameuse ville de Minembwe. Commune de Minembwe. Commune rurale de Minembwe. Qui empiète sur au moins 3 territoires. Ok? On s'est dit, mais ça ne pouvait pas passer. Parce que déjà, au Parlement du Sud Kivu, ça avait bloqué. Ça ne passait pas. Ok? Alors, on a géré ça en catimini. Alors, sous Félix Tshisekedi, il faut mettre ça en œuvre. Vous voyez? Et là, ça pose un problème très, très sérieux. Est-ce que le peuple congolais sera d'accord avec ça? Parce que ce pays ici, il n'appartient pas à Laurent Désiré Kabila. Ce pays ici n'appartient pas à Joseph Kabila. Ce pays ici n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Il est président, il a un mandat, et quand il sera à la fin, il partira, il laissera le pays aux Congolais.
Et tout ce qui se prendra comme engagement pour le pays, c'est nous et nos enfants et les enfants de nos enfants qui payeront cela. Alors on ne peut pas prendre des accords avec légèreté. Raison pour laquelle moi je dis encore que la RDC doit sortir de manière que... D'ailleurs, nous avons tous les instruments pour ça, notre constitution nous donne le pouvoir. Organisons des référendums, mettons ces accords-là sur la place publique. Ok? Et mettons ça sur la place publique, qu'on fasse des référendums, qu'on voit si le peuple congolais veut accepter ça. Parce que les souverains, c'est le peuple. À moins que nous ne soyons pas en démocratie. Et donc, la guerre aujourd'hui déclenchée par le 1-23, c'est une guerre pour imposer ces accords que peut-être le peuple congolais ne sont pas d'accord de mettre en pratique, ou bien le président Félix Tshisekedi traîne encore à mettre ces accords. Avec cette guerre, on va imposer ces accords. Effectivement. Je vais vous dire pourquoi. Depuis que on a vécu la résurgence du M23, du mouvement terroriste du M23, nous n'avons écouté que Paul Kagame dire qu'il y a des accords, il faut les respecter. Il y a des accords qu'il faut les respecter. De quel accord parle-t-on? Ce sont des accords en fait qui vont, permettez les termes, qui vont consacrer la balkanisation de la RDC. Je dis bien consacrer. Et il y a des actes qu'il faut prendre. Il faut des actions politiques qu'il faut poser. Prenez d'abord les accords signés entre le gouvernement de Joseph Kabila et le M23. Comment est-ce que pendant 5 ans, le M23 serait un électron libre, aurait son propre commandement et qui contrôlerait des zones et qui serait en train de travailler avec la RDC pour la mise en œuvre de son accord? Nous sommes dans quel monde? Nous sommes sur quelle planète? C'est quoi cet État souverain qui peut accepter cet état des choses? Il n'y en a aucun. Alors que les amis du M23 se mettent bien ça dans la tête. Même si aujourd'hui Félix Tshisekedi accepterait ça, il aura devant lui l'opinion nationale congolaise qui ne lui laissera pas le champ libre. Si eux ils pensent que non, le Congo c'est le Rwanda, ou un individu, leur président, il fait la pluie et le beau temps. Au Congo, ce n'est pas le cas. Il y a le peuple congolais. Il y a le peuple congolais qui est là. Et qui veille au grain sur la souveraineté de son territoire. Oui, Jamal, au début de cette émission, nous avons parlé du territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, occupé presque à 70% par la rébellion du M23. Les terroristes du M23. Les terroristes. Appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. Il faut être clair. Appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, tout ce qui fait le gouvernement aujourd'hui, pensez-vous vraiment que ça va nous amener vers la paix? Est-ce qu'il faut une réponse militaire? Est-ce qu'il faut une réponse diplomatique? Quelle réponse doit-on? Il n'y a qu'une seule réponse. Parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne comprennent que la logique de la belligérance, la logique de la guerre. Ce ne sont pas des gens pacifiques. Parce que quelqu'un de pacifique ne peut pas obliger à son voisin, parce qu'il était dans un état de faiblesse, de lui céder une partie de sa parcelle, pour soi-disant sécuriser la sienne. Alors qu'aujourd'hui, la problématique des FDLR a été vidée de sa substance. C'est là où Paul Kagame n'a pas compris l'intelligence diplomatique du président Félix Tshisekedi. Lorsqu'il est je ne fais pas les éloges du président Félix Tshisekedi. Ça on comprend. Oui, mais je fais la lecture des faits. Lorsque le président Félix Tshisekedi est là, il lui tend la main. Il dit, voilà quoi, vous voulez quoi? Faire la traque des FDLR, tous on a vécu ici. Comment est-ce que 2 bataillons rwandaises étaient entrés ici pour traquer des FDLR? Et même les rapports du groupe d'État des Nations Unies, du groupe d'experts des Nations Unies, ont attesté que les FDLR n'avaient plus la capacité opérationnelle pour constituer une menace existentielle pour les Rwandais. Ça a été attesté, c'est clair. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir M. Paul Kagame, soi-disant intellectuel, homme érudit, intelligent, revenir sur cette rhétorique-là qui est dépassée. Et il ne se rend pas compte qu'il a été en fait pris au piège par l'intelligence diplomatique du président Félix Tshisekedi, qui s'est mis en fait dans une position où tu me demandes quoi, je te donne. Pour vider de sa substance cette revendication machiavélique.
Et pour peut-être barrer les faux fouillants qu'on nous présente toujours, ben voilà. que le FARDC combattait, le FDLR combattait aux côtés Nous allons y arriver, nous allons y arriver, messieurs les journalistes. Alors, à ce moment-là, à ce net moment-là, le président Félix Tshisekedi n'a plus donné la possibilité à Paul Kagame de revenir avec cette rhétorique qui a justifié la guerre de 1996. Ok? Ils sont passés de Goma jusqu'à Kinshasa, mais ils ont laissé les FDLR où? Dans la brousse. Mais en fait, le but n'était pas de chercher les FDLR. Le but était d'aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Du temps du RCD, ils étaient ici dans le parc de Virunga, avec les FDLR, n'est-ce pas? Dans toutes les brousses ici. À Chabunda, il y en avait. Ce sont les Congolais qui ont chassé les FDLR de Chabunda. Ce ne sont pas les Rwandais. Ok? Alors, l'objectif, c'était en fait administrer le territoire, exploiter le minerai, parce que nous étions entrés en fait dans le vif, dans le boom du coltan. Et par ricochet, les Rwandais devenus premiers producteurs, premiers exportateurs du coltan, alors qu'ils n'en ont pas sur leur territoire. Chers Congolais, soyons clairvoyants et voyons les choses telles qu'elles sont. C'était leur revendication pour entrer, et une fois qu'ils sont là, ils ne les recherchent plus. Ok? Alors, le président Félix Tshisekedi leur a tendu un piège intelligent. Par sa bonne foi, allons, traquons-les. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la problématique FDLR comme une raison pour que les Rwandais attaquent la RDC sous couvert du M23. Mais maintenant, où est le problème? Parce qu'en fait, nous sommes en face de gens qui sont extrêmement rusés. Je dis bien, je pèse bien ces mots-là. Extrêmement rusés. Aujourd'hui, étant donné que la rhétorique FDLR a été vidée de sa substance, maintenant c'est quoi? Les Congolais sont en train de s'attaquer à des populations rwandophones. Ok? Voilà. Au nom, il y a le discours de l'intolérance. Ça va être encore un leitmotiv pour Paul Kagame, qui veut justifier la présence du Rwanda, de son armée, ici en RDC, pour tuer la population, violer nos femmes, piller nos commerçants, exploiter nos ressources naturelles et administrer notre territoire. Vous êtes bien informés que nous, aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, depuis que l'M23 a pris Bunagana, ils sont en train de faire payer des taxes aux habitants de Bunagana. Ok? Il faut être très regardant par rapport à cet aspect des choses. Parce que Paul Kagame veut congoliser à tout prix les M23. Rendre congolais les M23. Mais naturellement, qui est ce leader de la politique congolais qui va oser mettre son nez là-bas? Aujourd'hui, on a appris, la société civile l'a dénoncé, un certain John Numbi à Bunagana. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Vous de la société civile? Oui, nous sommes sûrs. Et il n'y a pas que lui. Il y a d'autres noms. Que vous allez dévoiler. Nous allons dévoiler. Nous les avons à l'œil. En fait, vous ne comprenez pas que la société civile constitue la force de ce pays. Mais aujourd'hui, nous avons vu le membre de la société civile crier à la communauté internationale qu'il faut voir tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous voyons toujours des positions de cette communauté internationale. Pensez-vous que cette communauté internationale est du côté de la République démocratique du Congo dans cette crise vécue à l'Est? Elle n'a jamais été du côté de notre pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, en RDC, nous avons été abondamment bénis. Moi, je ne parle pas souvent des ressources naturelles. Je parle du peuple congolais. Parce que tout le monde parle minerais, mais non. La véritable richesse de ces pays, c'est son peuple. Un peuple à majorité jeune. Un territoire national grand, avec des terres arables impossibles même à comptabiliser. Avec le deuxième bassin d'eau douce de la planète, après celle de l'Amazonie, notamment le fleuve Congo et ses affluents. Complet des richesses qui attirent la convoitise. Alors, prenons allons dans les ressources naturelles. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans l'ère de la mutation énergétique, où nous allons quitter les énergies fossiles pour entrer dans les énergies solaires, avec le batterie. Les combats que nous avons en abondance,
deuxième réserve, 60% du cobalt international, c'est en RDC. Mais plus que ça, il y a une terre rare qu'on appelle le lithium qui est ici, dans les Tanganyika, qui est un substitut du cobalt dans les batteries. Aujourd'hui, si nous voulons lutter contre les réchauffements climatiques dans le monde, il faut la RDC. Donc la RDC, elle est sur un cap extraordinaire. Nous qui sommes aujourd'hui ici, nous, cette génération ici, on a de la chance. Oui. Je vais y aller. Permettez-moi de terminer. Merci, Jamal. Alors, dans cette connotation, dans cette configuration, il y a certaines think tanks, il y a certaines personnes qui ont réfléchi, qui se disent, pour que nous prenions ces ressources-là à vil prix, on doit toujours déstabiliser ces géants. Pour faire la guerre à la République. On doit les déstabiliser. On n'a pas besoin qu'il y ait un leadership fort en RDC. On n'a pas besoin que les Congolais comprennent la valeur de ce sur quoi ils sont assis, parce que l'avenir, c'est sur les énergies renouvelables. Plus sur les énergies fossiles. Donc, la puissance des pays arabes, elle va aller en déclinant d'ici 2050. Parce que les voitures, les camions, tout va passer à la batterie. Parce qu'on ne doit pas continuer à émettre des gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Oui. On n'a pas le temps pour y aller. Merci. Mais c'est en fait ça la place de la RDC. Raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup le dynamisme, le leadership du ministre de l'Industrie, notre Julien Paluku. Julien Paluku, qui a compris en fait cette donne. Et y est lancé à fond. Merci Jamal. Alors, comme on parlait de la guerre, ce n'est pas un Libanga, non, mais je suis réaliste. Merci. J'ai fait une bonne lecture de la situation. Vous êtes parmi les membres de la société civile qui demandait l'expulsion de Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Nous sommes contents. Il était expulsé. Je suis content. Je suis content. Moi, je suis content. Parce que ça va changer quelque chose. Quoi, par exemple? Parce que le Rwanda, aujourd'hui, il comprend que il n'a plus de marge de manœuvre au Congo. Qu'est-ce que nous connaissions dans les temps? Les Rwandais, Azant, ils tuent. Tout le monde s'était. Même vous, les journalistes, aujourd'hui, vous êtes en train de citer le Rwanda ouvertement comme ça. Même avant, vous avez peur. Même ici à Goma, les gens avaient même peur de citer le Rwanda. Moi qui avais parfois les kilos de dire non, mais je ne veux pas ça. Le Rwanda fait ça. Mais les gens me disent, Jamal, on va te tuer. N'est-ce pas? Ce temps-là est révolu, messieurs les journalistes. Chers compatriotes, même nos frères rwandais, ce temps-là est révolu. C'est un temps qui est terminé. On a refoulé votre ambassadeur. Et il est parti comme un petit chien avec sa queue entre les pattes. Et on a rappelé les nôtres. Ça, c'est un signe fort que les géants au centre de l'Afrique est en train de se réveiller. Alors, c'est à ces pouvoirs-là, à ces lobbying internationaux de comprendre que s'ils veulent venir travailler au Congo, qu'ils viennent au Congo. Pourquoi passer par le Rwanda? Pourquoi passer par l'Ouganda? Venez au Congo et vous allez travailler. Ensemble, on va travailler pour résoudre nos problèmes. Oui, Jamal, vous avez cité dans vos interventions, vous avez cité à maintes reprises l'Ouganda. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se partage une même opération, encore dans une zone de conflit. L'opération Ushuja, qu'on donne toujours de mandat. L'Ouganda du côté de Beni, qui s'est dit être à côté de nos forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les ADF, mais à Rutshuru, la donne change. L'Ouganda attaque la République démocratique du Congo. C'est une première. Comment on peut comprendre ça? C'est une première. Même moi, quand je regarde ça, je me dis, à quel jeu joue le président Félix Tshisekedi? Et vous pensez que il y a une manœuvre là-dedans? Il y a une manœuvre, bien sûr. C'est pas grave. On accepte de travailler avec vous, mais au même moment, on peut voir qu'est-ce que vous faites de l'autre côté parce qu'on vous indexe. Parce que les tandems qui déstabilisent toujours le Congo, c'est les tandems Rwanda-Ouganda. Le Rwanda ne peut rien faire seul en RDC sans l'Ouganda. Pourquoi? Parce que en termes de troupes, les Rwandais n'ont pas beaucoup de militaires pour sécuriser leur territoire et mener des opérations en RDC. Tirer notre sol. Donc, ils ont toujours besoin de l'apport en termes de troupes de l'Ouganda. Ça, c'est un. 2.
en termes de maîtrise de la zone, de la géographie, étant donné l'adossement du territoire dans lequel ils doivent opérer, ils ont besoin en fait de l'Ouganda parce que l'Ouganda, à travers toutes ces rébellions, ont développé, ont laissé en place des réseaux d'infiltration au sein des civils et au sein de notre armée qu'ils utilisent toujours. Vous voyez? Donc, ils doivent, pour réussir leur coup au Congo, ils doivent toujours venir à deux. Et maintenant, je vais finir ma pensée. Maintenant, qu'est-ce qui va se poser comme problème? L'Ouganda se retrouve dans une position où, avant que les Rwandais, c'est là où ils ont encore été pris de vitesse, avant que les Rwandais n'entrent dans leur jeu, on leur a déjà donné un os. Les Ougandais sont des zones d'affaires. Ce qui suit, c'est l'argent. On leur donne un os. Aujourd'hui, ils sont en train de piller les cacao du Congo, ils sont en train de piller les cafés du Congo, ils sont en train de la vanille, qui coûte extrêmement cher sur les marchés internationaux, et ils sont en train de le piller à vil prix. Je ne parlerai pas de l'or. Ok? Ils sont en train de le piller, les Ougandais, ça leur dépasse. L'os est tellement alléchant qu'ils ne doivent que le suivre. Maintenant, lorsque leur frère est entré, c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a eu même une cacophonie entre Museveni et son fils, qui à un moment donné ne parle plus d'une seule et même voix. Maintenant, ils ont une forme d'alliance. Quand l'autre part, il faut que l'autre aussi vienne. D'où le fils de Museveni qui dit que, ensemble, donc l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, ils sont invincibles. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une forme d'alliance entre ces deux nations. Maintenant, là, l'Ouganda est prise au piège. Et moi, je suis content. En fait, je suis en train de faire la lecture des faits. Et je me dis que ne nous étonnons pas que demain, on déclare comme agresseur de la RDC l'Ouganda et qu'on mette fin à l'opération Soudia. Et là, il n'y aura plus de prétexte. Parce que, comme je l'ai dit, Basimbissier touche la petite rectangle dont ils appellent penalty. Oui, Ainsi, on aura à mettre les deux. Est-ce que tu peux t'imaginer que depuis 1996, les Rwandais et l'Ouganda n'ont jamais reconnu qu'ils ont agressé la RDC? Oui, Jamal. Parlons encore d'une autre force, la force régionale de l'Eastern African Community. Pensez-vous que ça serait aussi une solution sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo? La réponse, elle est négative. Et je pense que c'est fait à dessein. La réponse sera négative parce que il n'y a ni l'Ougandais, ni les Rwandais, ni les Kenyans, ni les Tanzaniens qui viendra mourir pour le Congo. Tous nous connaissons que ces gens, ils viennent pour défendre des intérêts économiques. Nous avons vu comment est-ce que la Tanzanie a pris du recul. Parce qu'en fait, c'est un deal. Aujourd'hui, le marché intérieur, ce qu'ils cherchent en fait, c'est le marché intérieur congolais. C'est un marché de plus de 130 millions de consommateurs. Et ce n'est pas un marché à négliger. Aucun de tous ces pays-là, même réunis ensemble, n'ont ces marchés-là. Ok? Alors, prenons maintenant l'aspect sécuritaire. Déjà, il y a un problème. Les pays contributeurs de troupes, ils ne contribuent pas. Sauf le Burundi qui a fait entrer un bataillon, quelque chose comme ça, dans les sites Kivu. 1. 2. La guerre, c'est l'argent. Qui va financer ça? L'EAC n'a pas de budget pour ça. La RDC a donné sa contribution, vous aussi donnez votre contribution. Parce que le problème, il est celui-ci. La RDC étant membre de la EAC, elle ne peut pas se retrouver être agressée par le même membre. C'est ça le principe. Donc, ici, l'avenir même de l'EAC est en train de se jouer. Oui, et imaginons-nous maintenant, si aujourd'hui la RDC dit, bon voilà, je suis venu, vous ne m'avez pas accepté. Merci. Vous avez préféré écouter les Rwandais, qui vous donnent quoi? Attendez, le temps court derrière nous, Jamal. Le temps court derrière nous, malheureusement. Face à que donnent les Rwandais en termes de marché aux autres pays par rapport au Congo? Moi, je vous dis, d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez voir comment est-ce que le Rwanda sera acculé. Ma dernière question, et ça sera ma dernière question pour la fin de cette émission, face à nos caméras Jamal Hussein. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire
pour gagner cette guerre, nous livrée par le M23, nous livrée par les Rwandais, comme vous l'avez dit, et l'Ouganda, sous le label du M23. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être pragmatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre armée a un problème d'infiltration, ça tout le monde le sait. Nous avons un problème d'un grand territoire avec une armée avec moins d'effectifs. La solution demeure autour de la population. Il faut que le président Félix Tshisekedi ait le courage de mobiliser les hommes et qu'on puisse développer l'autodéfense populaire encadrée par l'armée. Aucune armée, aucune puissance militaire ne pourra nous vaincre. Si seulement aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi se lève et dit tous les hommes à Goma, allez à la 34e région militaire, prenez armes, enregistrez-vous, vous êtes recrutés comme force d'autodéfense populaire, comme des réservistes, comme des paramilitaires, et travaillez avec votre armée. Est-ce que vous pensez, il se passe des choses ici à Kibumba? C'est que nous avons vu même en Ukraine avec la force de la Russie, mais ils ont été en échec. Oui. Le mariage, lorsque le peuple s'approprie la défense de son territoire, même les anges ne peuvent pas nous vaincre. Même les démons ne viendront pas. Jamal Hussein, le plaisir était pour nous de vous avoir sur la chaise. Merci beaucoup, c'est moi qui suis très honoré par votre invitation. Je pense que les choses que nous avons dit ici vont toucher les cœurs des Congolais. Merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de ces numéros avec Jamal Hussein qui est de la société civile. On se retrouve à la prochaine pour une autre émission. Portez-vous bien. Surtout, partagez nos vidéos, likez et aimez notre page. À la prochaine.